Mali était là depuis très longtemps. Oui, c'était quelqu'un de très capable. Ah oui, je parle de la nuit. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, de votre présence pour cette dernière séance du programme du premier semestre consacré aux Parménides. Mais avant que Luc présente notre conférencier, j'aimerais vous donner quelques informations. Alors, nous avons pris beaucoup de mal à noter l'adresse électronique donc de ce site neoplate.hypothèse.org. C'est le site où vous retrouverez, alors je fais passer le papier, où vous retrouverez les documents et les vidéos. Merci de votre soutien, et les vidéos de notre séminaire. Alors, la mise en ligne des vidéos demande un certain temps, et donc les choses se font au goutte à goutte, mais le but est effectivement de garder le plus de traces de nos activités philosophiques. En ce qui concerne le programme du second semestre que je vous avais distribué, que nous avions distribué la semaine dernière, en précisant qu'il était provisoire, alors effectivement, je vous donne quelques informations supplémentaires et quelques modifications. Nous vous donnerons le 5 mars le programme définitif, mais déjà, nous pouvons vous dire que Luc commencera donc le 5 mars par une étude sur les rhapsodies orphiques. Ensuite, le 12 mars, Luc continuera par les oracles chaldéiques. J'intervertirai avec Philippe Hoffman mon intervention. Donc, je présenterai la question de l'énadologie proclusienne le 14 mai, et Philippe Hoffman parlera avec son étudiant, son doctorant Thomas Gay, le 28 mai sur les noms divins. Voilà. Le 18 juin, Madame Tissy, qui devait parler initialement le 12 mars, prendra la parole donc sur les oracles chaldéiques à la Renaissance. Et nous terminerons le 25 juin par une intervention d'Alain Petit sur la place de la Prisca Theologia dans l'école platonicienne de Cambridge. Voilà. Et nous aurons fait un joli tour de la question. Je vous en prie. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais dire quelques mots pour présenter Frédéric Fauquier. Frédéric Fauquier donc, a fait une thèse sous ma direction à Paris 1 sur le sujet suivant, l'exégèse néoplatonicienne de la première hypothèse du Parménide de Platon. La thèse a été soutenue en décembre 2008. Et donc Frédéric a reçu les épreuves d'un livre tiré de cette thèse qui s'intitule, je pense que c'est un très beau titre, c'est Le Parménide au miroir des platonismes. C'est ça. Bon, je trouve que c'est un très beau titre. Donc ça a pris un certain temps avant de publier ce travail, mais je pense que ça sera essentiel. Donc, entre-temps, Frédéric a été le co-auteur de 2 ouvrages que je vais faire circuler parce que on connaît assez peu ces ouvrages et je pense que c'est très intéressant pour comprendre l'histoire de la philosophie ancienne. Donc, il s'agit de Maxime de Tyr, un auteur du IIe siècle de notre ère, qui appartient à la seconde sophistique. Et donc, sophiste à l'époque ne veut pas dire la même chose que sophiste à l'époque de Socrate et de Platon. Sophistès veut dire essentiellement orateur. Et Maxime était un rhéteur. Et donc, dans ce livre qui a été publié aux Belles Lettres, on a choisi Brigitte Pérez et Frédéric Fauquier ont choisi un choix de conférence donné par Maxime sur la religion et la philosophie, ou plus généralement sur la philosophie religieuse. Et l'auteur de prédilection de Maxime est Platon.
Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour essayer de reconstituer une interprétation platonicienne au IIe siècle de notre ère. Donc Frédéric a travaillé avec Brigitte Pérez qui enseigne à l'Université de Montpellier pour traduire et commenter ce choix de conférence. Par ailleurs, quelque chose d'un peu plus curieux, mais aussi très très intéressant, c'est le Picatrix, qui est un traité de magie médiévale. En gros, c'est la traduction latine, si je fais une erreur, vous me le direz, la traduction latine d'un traité arabe, le Gayat, et qui a eu un succès mais gigantesque au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et donc ce texte latin a été traduit, introduit et annoté par Béatrice Bacouche, qui a aussi, dans la collection que je dirige chez Brun, traduit et commenté le commentaire de Caïquidius sur le Timain. Et donc on retrouve aussi Brigitte Pérez et Frédéric Fauquier. Et donc c'est un livre, enfin c'est quelque chose de très bizarre, mais qui a eu une influence considérable, comme je vous le dis, au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance. Et donc je termine en disant que Frédéric Fauquier enseigne au lycée Pompidou de Castelnau, près de Montpellier. Donc ses attaches sont à Montpellier, et donc il travaille avec Brigitte Jean Pérez et Madame Béatrice Bacouche qui enseigne à l'Université de Montpellier. Donc aujourd'hui, Frédéric nous parle de Proclus, commentateur du Parménide de Platon. Voilà, je laisse la parole. Je remercie messieurs Brisson et Caille pour l'invitation. Alors l'objet des... On voit que vous travaillez dans le sud. Parce qu'on dit Saint-Germain-en-Laye dans le nord et Côte-de-Blaye. Ah d'accord. Donc c'est monsieur qui... Je prononce toutes les lettres, désolé. Ce n'est pas grave. Alors l'objet de la commande, c'était Proclus, commentateur du Parménide en 1h40. C'est un projet assez gigantesque. Alors j'ai choisi de faire une grosse synthèse. Donc je m'excuse auprès des spécialistes de Proclus qui sans doute n'apprendront pas grand-chose de nouveau. Alors je propose un parcours en 5 étapes. Donc, je voudrais d'abord commencer par présenter le dispositif herméneutique néoplatonicien, pour voir qu'il n'y a pas de lecture neutre, hein, et en fait ce dispositif herméneutique conditionne la manière dont Proclus lit le Parménide. Alors dans un deuxième temps, j'essaierai de voir à quel type d'analyse cela conduit à propos du Parménide dans la détermination du scopos, hein, donc du but du dialogue. Donc il va y avoir un filtre interprétatif au regard duquel va être lu tout le dialogue. Et chez Proclus, ce filtre, ça va être la divinisation des entités décrites dans le Parménide. Dans un troisième temps, j'entrerai dans le détail du texte. Je propose de découper le Parménide en 4 moments. Le prologue, j'essaierai de montrer que Proclus en propose une lecture allégorique. Ce qu'on appelle traditionnellement la première partie, hein, donc l'entretien entre Zénon et Socrate, puis entre Socrate et Parménide, que l'on voit traditionnellement comme une démarche de réfutation, mais que Proclus présente comme une entreprise maïotique et d'élévation. Puis, troisième moment, une partie méthodologique où Parménide expose sa méthode, alors qui est très importante pour Proclus, ce qui va donner un long commentaire dans le livre 5 de son commentaire sur le Parménide. Et c'est particulièrement important parce que ce qu'on appelle traditionnellement la deuxième partie du Parménide, à savoir le dialogue entre Aristote et Parménide, va poser problème relativement à cette méthode, car la méthode ne va pas être suivie explicitement à la lettre. Et tout l'enjeu de Proclus est d'expliquer comment, finalement, dans la deuxième partie du Parménide, on a un respect de cette méthode.
Alors mon quatrième point, donc je me concentrerai alors plus spécifiquement sur un point dans la lecture de la deuxième hypothèse, donc de la deuxième partie, qui est vraiment le point original de la lecture syriano-proclienne, et savoir finalement comment les concepts qui sont mobilisés dans cette deuxième hypothèse sont transformés en symboles, ou basculent en symboles, ou perdent leur transparence. Et enfin, dernier point, qui est peut-être celui qui m'intéresse le plus, je ferai un retour vers la première hypothèse. J'essaierai de vous exposer le commentaire d'un lemme, le dernier lemme du livre 7, dans lequel Parménide affirme qu'il n'est pas possible de dire cela à propos de l'un. Et donc, un lemme qui remet en question toute la lecture proclienne, et mon but sera de montrer comment Proclus essaye d'interpréter quand le texte ne dit pas ce qu'il y lit. Donc ça fait un programme relativement dense. Je vous ai proposé un exemplier, alors je vais peut-être pas lire tous les textes, je verrai au fur et à mesure du temps qu'il me restera. Alors, mon premier point est consacré au dispositif herméneutique proclien. C'est pourquoi et comment lire Platon. Alors, pour comprendre ce que Proclus fait du Parménide, il faut se poser cette question. Pourquoi Platon et comment le lire? Alors, Platon, pour Proclus, va être tout d'abord porteur de vérité. Et une vérité, et c'est sa deuxième caractéristique, qui est indiscutable dans la mesure où elle découle d'une origine absolue. C'est ce que vous avez dans le premier texte, qui est extrait de la théologie platonicienne, au début de la théologie platonicienne, où Proclus fait l'éloge de la philosophie de Platon. D'une manière générale, la philosophie de Platon, ô Périclès, le plus cher de mes amis, a fait, je le crois, sa première apparition par la grâce de la volonté pleine de bonté des dieux, puisqu'elle a révélé l'intellect caché en eux, et la vérité qui a partie liée à l'ensemble de ce qui existe aux âmes qui ont pour séjour le monde du devenir, pour autant qu'il leur ait permis d'avoir part à ces biens surnaturels et immenses. Elle a retrouvé plus tard une forme plus parfaite, et après une période où elle s'est comme retirée en elle-même et s'est rendue invisible à la plupart de ceux qui faisaient profession de philosopher et désiraient prendre part à la chasse à l'être, de nouveau, elle a reparu à la lumière. Le texte est assez curieux dans la mesure où on voit que le texte platonicien révèle une vérité absolue, mais ce texte qui révèle une vérité absolue, il est possible de le reformuler plus parfaitement. Ça met en question la place de l'interprète. C'est-à-dire, quel statut doit-il avoir justement pour arriver à dire plus parfaitement ce que Platon a déjà dit. Alors, le dispositif néoplatonicien il présente une configuration spécifique qui consiste à revendiquer la fidélité à Platon et à opérer en même temps une torsion herméneutique qui engendre une philosophie originale, mais qui masque cette torsion. Et le rapport à l'origine qui se joue là dans la lecture de Platon est complexe. L'origine supposée du néoplatonisme, en tout cas de la lecture proclienne, c'est le texte platonicien, mais cette origine se dérobe elle-même derrière une vérité qu'elle rend manifeste, mais qui l'excède. L'origine, la parole des dieux, le contexte théologique, la source, elle est au-delà du texte platonicien lui-même. C'est un principe qui la rend possible. Et le commentaire n'est donc que de l'explicitation, du déploiement ou du dévoilement d'un déjà là qui est présent, mais peut-être caché. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer ce passage assez curieux, je le relis, elle a retrouvé plus tard une forme plus parfaite. Il ne s'agit pas de dire autre chose, de dire du nouveau, mais de dire autrement ce que Platon a déjà formulé, plus clairement peut-être. Alors cette vérité que l'on trouve dans le texte platonicien,
elle se dit dans plusieurs discours et de plusieurs manières. Il s'agit à chaque fois de la même vérité. Et ce moment-là est très important dans le dispositif herméneutique proclien parce que pour lui, finalement, la lecture du texte platonicien va parfois consister à une traduction d'un registre de langue à un autre. C'est-à-dire, on lit Platon, mais en même temps, on voit comment le même contenu peut être dit dans les oracles ou manifesté ou dit aussi chez les orphiques. Donc on lit Platon comme on lit les autres textes réputés porteurs de vérité. Donc les oracles chaldéiques, les poèmes orphiques, mais aussi les textes pythagoriciens. Et il y a une équivalence des discours qui est postulée, et l'interprétation de Syrianus et de Proclus consiste dans la traduction de ces discours l'un dans l'autre. Donc la vérité se dit dans de multiples langages, mais il s'agit toujours de la même vérité. C'est l'objet du deuxième texte, alors qui est un texte extrêmement connu, le plus célèbre, mais à juste titre, dans lequel, toujours tiré de la théologie platonicienne, dans lequel Proclus décrit les types de langage par lesquels on parle des dieux, ou des principes divins. Ça donne ceci. Ceux qui emploient pour parler des principes divins un langage allusif parlent ou bien d'une manière symbolique et mythique, ou bien en se servant d'images. Et parmi ceux qui emploient pour exprimer leur pensée un langage sans voile, les uns composent leur discours d'une manière scientifique, les autres sous l'inspiration des dieux. Le premier mode d'exposition, qui vise à révéler les principes divins au moyen des symboles, est celui d'Orphée. Et d'une manière plus générale, il est propre à ceux qui mettent par écrit les mythes divins. Le deuxième mode d'exposition, qui se sert des images, est celui de Pythagore, puisque la découverte des sciences mathématiques avait été faite par les pythagoriciens en vue de la réminiscence des principes divins. Et par le moyen de ces sciences, comme d'images, ils s'efforçaient d'accéder aux principes de là-bas. C'est pourquoi ils ont consacré aux dieux les nombres et les figures géométriques, comme le disent ceux qui se sont appliqués à écrire leur histoire. Le troisième mode d'exposition, qui, d'une manière divinement inspirée, révèle au sujet des dieux la vérité en elle-même, se voit surtout chez ceux qui tiennent le rang le plus élevé dans la célébration des mystères. En effet, ceux-ci ne jugent pas bon de livrer à leurs adeptes leurs pensées au sujet des ordres divins et de leurs propriétés sous le couvert de certains voiles. Au contraire, c'est sous la motion directe des dieux qu'ils annoncent leur puissance et les séries qu'ils constituent. Enfin, le quatrième mode d'exposition, le mode scientifique, est spécial à la philosophie de Platon, car Platon est le seul, me semble-t-il, de tous ceux que nous connaissons, qui a entrepris d'établir des distinctions correctes et de former en bon ordre de marche la procession ordonnée de toutes les classes divines et leurs différences mutuelles, les propriétés communes à tous les ordres et celles qui sont particulières à chacun. Alors le commentaire proclien cherche bien sûr à élucider les difficultés du texte, mais il repose sur le principe fondamental de la traduction des discours, quitte à opérer là encore, ce que j'appelle des torsions herméneutiques, pour en exhiber l'harmonie. Cet accord, il va même parfois très loin, hein. Il y a un exemple qui est assez amusant, enfin amusant pour les lecteurs de Proclus peut-être. En théologie platonicienne 3.27, Proclus va citer un oracle chaldéique, et il commence sa phrase ainsi: « C'est tout juste si Platon ne proclame pas », et suit ensuite l'oracle. En fait, les oracles comme Platon sont devenus un seul objet de croyance qui livre la même leçon quant à l'élévation. C'est la référence. Alors c'est en 3.27, page 99, lignes 10 à 15. Merci beaucoup. Et c'est le fragment 34 dans l'édition des Places. Alors dans ces 4 modes, il y a une spécificité du discours platonicien, qui est décrit dans le dernier moment. Cette spécificité, c'est une expression scientifique au travers de la dialectique. Alors, la dialectique, elle a aussi un usage théologique, comme les autres discours. Mais pour cela, elle utilise des noms communs qui désignent des propriétés de l'être
pour faire signe vers les dieux. Et c'est en ce sens qu'elle assure un fondement scientifique à la connaissance des ordres divins. Alors c'est le texte 4, j'ai commencé à faire quelques coupes, dans lequel Proclus cerne, alors c'est un extrait du premier livre du commentaire sur le Parménide, dans lequel Proclus essaye de montrer la spécificité des mots dialectiques. Or, donc, l'enseignement dialectique des êtres divins utilise, comme on vient de le dire, au lieu de tous ces noms, des noms empruntés à la dialectique, comme un et être, tout et partie, identique et différent, semblable et dissemblable. Et c'est de ces noms que la dialectique s'occupe surtout, et elle les assume pour désigner les êtres divins. C'est pourquoi, à des noms de cette sorte, empruntés à la langue ordinaire, convient le style que Parménide a pratiqué ici, c'est-à-dire non pas un style grandiloquent, mais le style simple, non pas le style pourvu d'ornements superflus, mais le style naturel. Et à partir de ce moment, il y a une question qui va se poser nécessairement. Si le discours platonicien est un discours qui utilise des concepts, si les concepts se caractérisent par une forme de transparence, et si ces concepts désignent des dieux, on va se demander à quoi sert l'interprète. C'est-à-dire, pourquoi interpréter le texte de Platon si le texte est en lui-même transparent? Et effectivement, ce qui va se jouer chez Proclus, c'est finalement transformer ces concepts en symboles ou en images, et donner à l'interprétation une valeur autre que la simple élucidation d'un texte. Alors, pourquoi interpréter un texte supposé transparent? Pourquoi le commenter? Alors, la première raison, c'est l'austérité de la forme. On fait tous les preuves, hein, quand on lit le Parménide, on se dit que c'est pas très facile d'accès. Donc le texte, il est porteur d'un mystère en raison de son objet, mais aussi de sa forme. Et Proclus pense que Platon, alors je cite un extrait, alluma la lumière avec un tel sens du sacré et du mystère comme au cours des saintes célébrations, et la mit tellement en sécurité au plus profond du sanctuaire, qu'elle demeura ignorée de la plupart de ceux qui y pénètrent. Donc il y aurait une forme complexe à élucider. Donc ça, c'est une première raison qui peut légitimer ou expliquer le commentaire. La deuxième raison, peut-être plus profonde, c'est le fait que le concept devient symbole. Donc on passe de la transparence du concept à l'opacité du symbole qui requiert nécessairement une interprétation. Et c'est à ce niveau-là que se noue l'enjeu de l'interprétation de la deuxième hypothèse, de la deuxième partie du Parménide. Et troisième raison, alors raison assez curieuse, c'est l'idée que le commentaire ne vaut pas tant pour l'élucidation du texte que pour l'effet qu'il produit chez celui qui commente. C'est-à-dire qu'il y a dans le commentaire une lecture transfigurante de celui qui commente. Lire Platon, c'est une activité transfigurante. Le commentaire, c'est un exercice spirituel, au même titre que la dialectique. Il ne s'agit pas seulement de connaître un objet, il s'agit vraiment de se transformer en lisant le texte de Platon. Alors il y a un texte très curieux, dans le livre 1 du commentaire sur le Parménide. Alors c'est à propos du prologue, et Proclus est en train de proposer une interprétation compliquée des différents personnages, et il écrit ceci. Alors, j'en suis à mon texte 5. De fait, il ne faut pas, en règle générale, entendre ces sortes de textes d'une manière superficielle. Tout particulièrement si l'on en croit Platon, selon qui rien n'est aussi profitable pour les âmes que ceux qui les tirent hors des apparences vers l'être, et ceux qui les amènent à se délier facilement et à se représenter à partir des apparences, et il doit manquer un S, la nature des incorporels. Tel est en effet l'amoureux, tel est le philosophe, tel enfin tout homme qui s'élève. Et c'est là que je trouve le passage
Je ne connais pas de parallèle, d'autres parallèles chez les commentateurs. Si vous avez des références, je suis preneur. Par conséquent, même si ces textes n'ont pas été ainsi disposés par Platon lui-même, du moins est-ce profitable pour nous. Finalement, même si la vérité dont on porte le texte n'est pas dans l'intention de Platon, le commentaire devient important pour celui qui le fait. Pourquoi ? Parce que justement, le commentaire lui permet de s'arracher du sensible pour tendre vers l'intelligible. Je reprends la lecture. C'est en effet un entraînement pour l'âme bien née qui est capable de passer des images au modèle et qui aime à comprendre les analogies qui s'étendent à travers toute chose. Donc c'est ce passage qui est remarquable là, même si ces textes n'ont pas été ainsi disposés par Platon lui-même. Donc l'exercice du commentaire, en tout cas le commentaire du prologue, est rapproché dans ce passage d'une manière frappante de l'exercice dialectique. La pratique exégétique, là, est ce qui tire hors des apparences vers l'être. Et ce qui tire, hein, c'est to elkon, mais ce verbe elko vient du Parménide, et il sert à décrire la dialectique dans le Parménide. Et un peu plus loin, toujours dans le texte que je viens de lire, il est écrit que c'est un entraînement, gymnasma. Mais ce terme-là encore vient du Parménide. Comment ne pas voir ici l'invitation à la pratique herméneutique mise en parallèle avec l'invitation à la dialectique que Parménide fait au jeune Socrate, incapable de défendre l'hypothèse des formes. Alors, je vous ai mis le texte du Parménide, c'est le texte 6, mais exerce-toi pendant que tu es jeune encore et entraîne-toi à fond en te livrant à ces exercices qui, aux yeux du grand nombre, paraissent être une perte de temps et qui sont par lui qualifiés de bavardage. Donc, ce qui s'instaure ainsi, c'est la pratique du commentaire comme philosophie et la philosophie comme exercice spirituel. L'interprétation du Parménide, et en particulier du prologue, détourne le regard du sensible vers l'intelligible. L'essentiel n'est peut-être même pas dans l'élucidation du sens du texte que dans la dynamique psychique induite par l'interprétation. Et on comprend dès lors pourquoi le commentaire acquiert le statut d'une herméneutique spirituelle et qu'il s'ouvre par une prière. Donc, c'est l'objet du texte 7 que je ne lis pas. Ça, c'était mon premier point. En gros, le dispositif herméneutique dans lequel va s'insérer la lecture proclienne du Parménide. Deuxième point, la manière ou le fil directeur à partir duquel Proclus lit le Parménide. Donc la détermination du skopos. Alors, le skopos va jouer le rôle d'un filtre interprétatif. Alors lorsque Proclus lit le Parménide, il ne lit pas que le Parménide. Il lit aussi ses interprètes. Donc, dans son commentaire, finalement, il s'appuie sur l'histoire des interprétations du Parménide. Interprètes qu'il réfute et dépasse, alors souvent dans une lecture intégrative. Proclus se limite rarement à simplement réfuter les gens avec qui il n'est pas d'accord. Il tire toujours quelque chose de positif qu'il intègre à son propre discours. En cela, il est assez comparable avec Leibniz dans sa manière de lire l'histoire de la philosophie. Alors ces interprètes dans le commentaire sur le Parménide sont rarement nommés. Donc ça c'est une des originalités du commentaire sur le Parménide. Si vous avez lu le commentaire sur le Timée, dans le commentaire sur le Timée, les auteurs sont nommés fréquemment. Dans le commentaire sur le Parménide, les auteurs ne sont pas nommés, ils sont réduits à des positions intellectuelles ou à des postures logiques. Alors le skopos va être le filtre qui permet de réduire l'hétérogénéité du discours platonicien pour en trouver une unité. Et donc il s'agit, conformément à la doctrine poétique énoncée dans le Phèdre, de trouver l'unité du discours comparable à l'unité du vivant. Pardon. Lapsus freudien. Donc, ce skopos, pour Proclus, est central dans la construction de l'interprétation.
et c'est ce que l'on voit dans le texte 9. En effet, dans le cas des dialogues de Platon, s'il faut principalement considérer les réalités qui sont traitées dans le dialogue, il faut aussi voir comment les prologues donnent une image de ces réalités et montrer que le dialogue est un vivant unique constitué harmonieusement de toutes ses parties, chacune étant elle-même parfaite, comme Platon le dit lui-même dans le Phèdre, et accorder avec cela tout ce qui concerne la question des devoirs. Donc là, il fait sans doute référence aux interprétations de type moral de certaines parties du dialogue. Donc le dialogue doit avoir les caractéristiques du vivant, l'unité organique, et cette unité organique se trouve dans l'unité du skopos. Alors Proclus, pour déterminer ce skopos, va disqualifier les lectures précédentes. Il va y avoir une véritable guerre des lectures, et il va montrer que le Parménide n'est ni un dialogue logique, ce entendu en 2 points, hein. Ce n'est pas un dialogue qui réfute Zénon, tout d'abord, et ce n'est pas un manuel de logique, mais ce n'est pas non plus, pour lui, un dialogue qui porte sur l'être, alors qu'on entende paraître les formes, pour ceux qui se concentraient sur la première partie du dialogue, ou que l'on entende paraître l'un parménidien, l'un qui est. Donc le sens du Parménide n'est pas à chercher du côté de la logique, il n'est pas à chercher du côté d'un exposé sur l'être. Alors chacune de ces lectures, finalement, place son centre de gravité dans une partie particulière du dialogue. Si on divise le dialogue entre le prologue, une première partie qui voit se succéder le dépassement socratique du paradoxe de Zénon par l'hypothèse des formes, puis la mise en crise de cette hypothèse par Parménide, une partie méthodologique et enfin une troisième partie où Parménide dialogue avec Aristote, chaque lecture choisit finalement de se concentrer plus explicitement sur une partie du dialogue qui porterait en elle la vérité de l'ensemble. Et pour Proclus, c'est éminemment dans la dernière partie du dialogue, donc dans l'entretien entre Parménide et le jeune Aristote, que se trouve le sens du Parménide, et très certainement dans la deuxième hypothèse qui expose la procession des dieux. Donc pour lui, le Parménide, c'est un dialogue qui porte premièrement sur les réalités, c'est un dialogue qui est architectonique et dont le cœur expose une théologie. Alors en cela, il poursuit l'enseignement de son maître Syrianus, qu'il ne révolutionne absolument pas, il rajoute seulement la dimension de déification. Alors le skopos du Parménide selon Proclus, il est formulé dans le livre 1 du commentaire sur le Parménide, vous l'avez dans le texte 10, où Proclus résume le skopos selon Syrianus et ce qu'il y ajoute. Estimant donc que tel était le but du dialogue, mon maître soutenait que le dialogue ne concerne ni l'être, ni les êtres seulement, et tout en concédant qu'il concerne tous les êtres, il voulait encore préciser tous les êtres dans la mesure où ils sont tous des rejetons de l'un, et où ils se rattachent à la cause unique de toute chose. Et pour dire maintenant notre opinion, le dialogue concerne tous les êtres dans la mesure où ils sont déifiés. En effet, on peut dire que par leur participation à l'un, chacun des êtres dans sa propre classe se trouve déifié, même si l'on parle des tout derniers des êtres. En effet, si Dieu et l'un sont la même chose parce qu'il n'y a rien de supérieur ni à Dieu ni à l'un, alors être unifié sera la même chose qu'être déifié. De fait, si le soleil et Dieu étaient la même chose, être illuminé serait la même chose qu'être déifié. En effet, l'un donne l'unification et le soleil l'illumination.
De même donc que le Timée ne fait pas simplement un exposé de physique à la façon de la plupart des physiciens, mais enseigne toutes choses dans la mesure où elles sont mises en ordre par l'unique démiurge, de la même façon aussi, le Parménide, bien qu'il traite des êtres, en traite dans la mesure où ils viennent tous de l'un. Alors le Parménide porte donc sur les réalités, et c'est un dialogue architectonique. C'est-à-dire qu'il propose un système de la théologie. Alors, un système de la théologie, dans la mesure où il parle de choses sérieuses, d'êtres qui existent vraiment, il ne saurait être un pur jeu. Or, vous savez qu'au moment de passer à la deuxième partie du dialogue, Parménide va parler d'un jeu sérieux. Et Proclus va interpréter ce jeu sérieux comme jeu portant sur les réalités. Vous avez l'extrait du Parménide, c'est le texte 11, pardon. Donc, Parménide est en train de parler. N'êtes-vous point d'avis, puisque nous avons pris le parti de jouer ce jeu laborieux, que je commence par moi-même et par ma propre hypothèse, en la faisant porter sur l'un lui-même. S'il est un, et s'il n'est pas un, qu'est-ce qui doit en découler? Alors l'expression pragmateiode paidian paisien, paidzein, jouer ce jeu laborieux, pour Proclus, c'est vraiment significatif. Dans le pragmateiode, il va entendre un renvoi au pragmata, aux réalités fondamentales, par opposition à un discours vide, qui serait purement logique, par exemple. Donc cette opposition, vous l'avez dans le texte 12. Ainsi fournit-il toutes les preuves qui obligent à considérer l'enseignement qu'il va donner de cette méthode comme relatif aux réalités fondamentales, et non pas comme vain, parce qu'il n'est que des mots. Alors pourquoi parler alors de jeu? Alors, pour Proclus, il s'agit d'un jeu qui suppose une activité discursive qui disperse la pensée, mais ce jeu est sérieux dans la mesure où il porte sur une vérité sur les êtres, et ce jeu a vocation à nous élever vers le point d'unité de cette dispersion. C'est ce que vous avez dans le texte 13. C'est donc pour cette raison que tout le discours qui va suivre est un jeu par rapport à l'intellection de l'être par Parménide, laquelle est en repos et unifiée. Donc, d'un côté, on a l'intellection unifiée, et la discussion dialectique et la dispersion, le déroulement de la pensée. Mais un jeu sérieux, parce qu'il touche à la contemplation des êtres et déroule la simplicité de l'intellection intérieure, et n'est rien d'autre que, pour ainsi dire, un déploiement d'intellection et un démembrement, donc, comme le malheureux Dionysos, là, de la connaissance indivisible. Donc la seconde partie du Parménide, ce n'est pas un montage d'arguments déconnecté de toute réalité. Son articulation logique est censée correspondre à la réalité. Le Parménide, c'est la clé de voûte d'une théologie systématique, ou tout au moins scientifiquement organisée, c'est-à-dire sous forme dialectique. Donc dans la succession des hypothèses positives dans sa deuxième partie, le Parménide décrit la hiérarchie du principe à la matière. Dans la deuxième hypothèse, qui affirme de l'un ce qui est nié dans la première, il dégage la hiérarchie des ordres divins. Alors, cette description du Parménide comme dialogue central, vous l'avez dans la théologie platonicienne 1.7, c'est le texte 15. Mais s'il faut absolument avoir sous les yeux, dans un seul dialogue de Platon, la totalité et l'intégralité de la théologie, et aussi sa continuité qui correspond à la série numérique des dieux depuis le premier jusqu'au dernier, ce sera peut-être dire un paradoxe,
et sans doute ce que je vais dire ne paraîtra évident qu'à ceux qui sont de notre famille spirituelle, mais malgré tout, il faut oser, puisque justement nous sommes entrés dans ces sortes d'arguments. Et il faut dire à l'adresse de ceux qui font ces objections, c'est le Parménide que vous désirez. Et vous avez dans l'esprit les pensées mystérieuses de ce dialogue-là. En effet, dans ces pages, toutes les classes divines, non seulement procèdent en bon ordre de la cause toute première, mais encore, elles font état de la cohésion qui les relie les unes aux autres. Les classes les plus élevées, connaturelles à l'un et primordiales, possèdent le degré d'existence unitaire, simple et secret. Les classes les plus basses se multiplient en se fractionnant et augmentent numériquement en diminuant de puissance comparé aux classes supérieures. Les classes intermédiaires, dans le rapport qui leur convient, sont plus composites que leurs causes et plus simplifiées que leurs effets. Pour le dire en bref, tous les principes de la science théologique apparaissent d'une manière parfaitement claire dans ce dialogue. On y trouve tous les mondes divins dans la continuité de leur venue à l'existence, et il ne contient rien d'autre que le champ de la génération des dieux et de tout ce qui existe, quel qu'il soit, à partir de la cause ineffable et inconnaissable de l'univers. Ainsi, le Parménide, chez les amoureux de Platon, allume la parfaite et totale lumière de la théologie. Après lui, les dialogues déjà cités se distribuent entre des parties d'initiation au mystère divin, et tous les dialogues, pour ainsi dire, ont part à la sagesse divinement inspirée, et réveillent les pensées innées que nous portons en nous au sujet du divin. Oui, il faut rapporter le nombre total des dialogues à ceux que l'on a cités, et cela, à leur tour, les recueillir dans l'unique et parfaite théorie du Parménide. Donc, texte célèbre dans lequel tout d'abord Proclus marque l'identité du geste néoplatonicien. Il y a une posture néoplatonicienne qui est fondatrice d'une école, et cette posture néoplatonicienne, et Trouillard l'avait déjà bien mis en évidence, repose dans une lecture du Parménide. Deuxième point intéressant dans ce texte, c'est l'idée que, et ça va être spécifique à Proclus, le système génétique de la théologie est exposé dans le Parménide, et on peut lire à partir du Parménide un classement de tous les autres dialogues platoniciens. Alors, le Parménide, à plusieurs reprises, est comparé avec le Timée, justement dans cette visée synoptique. Le Parménide est d'ailleurs le point culminant du cursus jean-luquéen de lecture des dialogues de Platon, mais avec le Timée. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Parménide, le Timée, se subordonne toujours au Parménide pour les néoplatoniciens. Il y a un basculement dans la référence théologique, essentiellement, à grands traits jusqu'à Plotin, c'est vraiment le Timée qui structure la lecture de la théologie. À partir de Plotin, on bascule vers le Parménide. Pourquoi ? Parce que dans le Parménide, on va voir cette idée qu'il existe un homme radicalement transcendant. C'est l'idée d'une transcendance radicale qui fait basculer la lecture. Donc dans cette comparaison entre Parménide et Timée, on voit quand même que le Parménide est plus décisif. Pourquoi ? Parce que le principe auquel est reconduit toute réalité, l'un, est Dieu absolument, nous dit Proclus, aplos théos, alors que dans le Timée, le principe de toute réalité est reconduit au démiurge qui se particularise par sa fonction et qui n'est qu'un certain Dieu, tis théos. Alors ça, vous l'avez dans le texte 19, qui dit ceci. Ainsi donc, le Timée rapporte toute chose au démiurge et le Parménide toute chose à l'un. Et il y a même un rapport entre d'une part le démiurge et les êtres cosmiques, et d'autre part l'un et tous les êtres. Mais le démiurge est un certain un, et non pas absolument un. Celui-ci aussi, en effet, n'est qu'un certain Dieu, tandis que le Dieu qui est l'un n'est pas un certain Dieu, tistéos, mais Dieu absolument, aplostéos. Et le démiurge est un certain Dieu, parce que la propriété démiurgique est une propriété de Dieu,
et qu'il y a bien d'autres propriétés divines qui ne sont pas pour autant démiurgiques. Donc il faudrait bien subordonner le Timée au Parménide. Alors il reste un tout petit texte énigmatique, toutefois, c'est un texte qui se trouve dans la vie de Proclus, donc l'hagiographie qu'écrit Marinus sur la vie de son maître. Et cette vie de Proclus se termine sur ces mots. Donc Marinus rapporte les paroles de son maître, et Proclus aurait dit ceci. Enfin, il disait ceci souvent, apparemment. Il avait accoutumé aussi de dire souvent « Si j'étais le maître de tous les livres des anciens, je ne laisserais en circulation que les oracles et le Timée, et je priverais les hommes de ce temps de tous les autres. Car parmi ceux qui les lisent au hasard et sans les examiner à fond, il en est qui en éprouvent du dommage. » Donc, il y a bien une importance radicale du Parménide, mais en même temps, si Proclus devait garder seulement 2 livres à destination du public, il garderait les oracles et le Timée. On peut se demander pourquoi préférer le Timée ici, si le Timée est bien subordonné au Parménide. Alors tout d'abord, dans le choix, il faut bien voir que là, la place du Parménide est donnée aux oracles, et que pour Proclus, il y a quand même une prédominance du texte des oracles sur le texte platonicien. Pourquoi? Parce que le discours revient des dieux directement. Mais surtout, Proclus souligne les dommages causés par les livres lorsqu'ils sont lus sans attention. Et la multiplicité des lectures du Parménide fait que c'est peut-être un dialogue dangereux sur le plan théologique pour des personnes non averties. Troisième moment, je propose maintenant, je ne vais pas trop vite, donc, je vous propose maintenant de rentrer à l'intérieur de la lecture du Parménide et de voir comment Proclus, à grands traits, lit chacune des parties du dialogue. Alors, le prologue du Parménide est interprété à 2 moments. D'abord dans l'introduction générale et à la fin du livre 1. Et Proclus en propose une lecture symbolique. C'est-à-dire, le Parménide repose sur un enchâssement de 4 dialogues. Et pour lui, chaque dialogue signifie une étape propre à la production des formes. Eidopoia titi. Et cela permet à chaque fois une détermination de chacun des niveaux de l'univers. On va commencer par le récit, ou le discours de Céphale à ses interlocuteurs anonymes. Pour Proclus, c'est la dernière étape dans la procession du réel, savoir la production des formes dans le sensible. Alors, la question c'est comment en arrive-t-il là? Quel est l'élément de comparaison qui permet de passer d'une situation apparemment narrative à une réalité métaphysique? La lecture proclienne repose sur cette idée. Les interlocuteurs de Céphale sont indéterminés, à l'image de la matière. Donc ce dialogue-là est l'image de la manière dont les formes entrent, descendent dans la matière. La matière qui reçoit une forme n'est elle-même pas informée, elle est indéterminée comme les interlocuteurs anonymes. Et une fois que Proclus a trouvé ce point d'ancrage mimétique, entre interlocuteur indéterminé et matière, il peut remonter l'interprétation de chacun des niveaux. Ainsi, l'entretien entre Antiphon et Céphale est l'image de la spécification alors des natures universelles ou particulières. Alors pourquoi? Parce que Céphale et ses compagnons viennent d'Ionie, la patrie de la philosophie naturelle. Et du coup, ils doivent être à l'image des substances naturelles. L'entretien entre Pythodore et Antiphon reproduit la production des formes dans les âmes. Pourquoi? Parce qu'Antiphon s'occupe des chevaux, et dans le Phèdre, Platon décrit l'âme comme un char ailé. Donc là, on peut interpréter ce passage comme la manière dont les formes entrent dans les âmes.
Et enfin, le dernier niveau, hein, qui est en fait pour nous la première conférence, celle de Parménide, Socrate et Zénon, reproduit le diacosme des formes dans les êtres qui sont véritablement. Donc la lecture du prologue, elle est essentiellement d'essence symbolique. Deuxième moment du dialogue, les entretiens entre Zénon et Socrate, puis entre Socrate et Parménide. Alors Carlos Steele a écrit un très bel article où il interprète ce passage en montrant qu'il s'agit d'une anagogie par les apories. Et effectivement, sa lecture est éminemment stimulante. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux apparences, l'économie d'ensemble du Parménide n'est pas réfutative. Alors, on pourrait croire que Socrate réfute Zénon et que Parménide, pour défendre Zénon, réfuterait Socrate. Proclus va montrer que c'est en fait plus complexe. Socrate ne réfute pas Parménide, ne réfute pas Zénon, pardon. Il ne fait que déplacer la difficulté mise en avant par ce dernier à un niveau plus haut. Non pas au niveau du sensible, mais au niveau de l'intelligible. Donc il y a un mouvement d'élévation. Et à partir de cette idée, Proclus va dire: mais alors, lorsque Parménide réfute apparemment Socrate à propos de l'hypothèse des idées, n'a-t-on pas le même phénomène ? Et effectivement, il va voir là encore non pas une réfutation, mais une forme d'élévation. C'est pour cela que le dialogue, ce dialogue-là entre Parménide et Socrate est décrit comme maïeutique. Il s'agit de passer par des échelons pour permettre à Socrate de s'élever jusqu'à l'un. Alors cette élévation, en fait, elle est décrite de manière un tout petit peu plus complexe dans le commentaire de ce long passage qui occupe les livres 2, 3, 4 du commentaire sur le Parménide. Proclus essaye de montrer qu'il y a 4 questions en jeu. Y a-t-il des formes ? De quoi y a-t-il des formes ? Quelle est la propriété des formes ? Et comment se fait la participation ? Et ce que fait Parménide, c'est que tout d'abord, il part des formes les plus universelles et descend aux plus particulières. Et à partir du deuxième problème, donc il va remonter des plus particulières vers les plus universelles. C'est ce que vous avez dans le texte. Alors, 21. Partout, en effet, ces discours sont de type maïeutique et non pas réfutatif, de type paternel et non pas défensif. Mais ils diffèrent en ce que excusez-moi, j'ai perdu. Dans un cas, ils procèdent depuis là-haut jusqu'aux êtres de tout dernier rang, tandis que dans l'autre, partant d'en bas, ils remontent vers les discours qui conviennent aux causes divines, perfectionnant Socrate selon ses 2 voies. Il faut corriger 2 voies. L'élevant et articulant ces notions à ce sujet. Donc en fait, Proclus distingue dans la structure d'ensemble du Parménide un double mouvement. La première partie, c'est une ascension progressive à partir des sensibles. Les 3 interlocuteurs successifs principaux, donc Zénon, Socrate et Parménide, sont comme les 3 paliers dans cette remontée. Et la deuxième partie, l'entretien entre Parménide et le jeune Aristote, va être une redescente à partir de l'un. Les réfutations successives ne sont que des réfutations apparentes. Elles révèlent, ou elles recèlent plutôt, un sens caché, qui est celui de l'élévation. Troisième moment dans le Parménide, l'exposé de la méthode, qui tient en une page dans le texte de Parménide, du Parménide, mais qui occupe le livre 5 du commentaire de Proclus.
Le commentaire est décisif pour lui. Donc, on a vu qu'il refusait une détermination purement formelle ou logique du dialogue. Pourtant, il y a bien une partie méthodologique, et cette méthode, elle est censée être mise en œuvre dans la deuxième partie. Alors, pour lui, il y a un geste qui va être essentiel. Ça va être identifier la méthode parménidienne, telle qu'elle est décrite, avec la dialectique platonicienne. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra voir dans la deuxième partie l'exposé d'une théologie scientifique. Alors, il faut distinguer trois choses en fait. D'une part, il y a la méthode telle que Parménide l'a décrite. Il y a la dialectique platonicienne, supposer qu'on puisse unifier le terme. Et il y a enfin ce que les néoplatoniciens entendent par dialectique. Donc essentiellement les quatre opérations, division, définition, démonstration, analyse. Et pour Proclus, il s'agit finalement de montrer que ces trois choses-là sont la même chose. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra dire, alors, ce qui est mis en œuvre dans la deuxième partie, c'est de la dialectique platonicienne, ça a une valeur scientifique, et c'est l'exposé d'une théologie. Alors cette méthode hypothétique de Parménide repose sur la notion difficile d'hypothèse. Alors ce que fait Parménide, c'est qu'il propose, après Proclus, une arborescence dialectique à partir d'une hypothèse fondamentale et de sa négation. C'est le texte assez austère. Donc c'est le texte 23, qui correspond à la description de la méthode de Parménide telle que Proclus la comprend. Comme Socrate lui demande alors en quoi consiste cette méthode, et qu'il déclare s'en remettre à la doctrine de ses philosophes, Parménide lui enseigne la méthode que Socrate, lui aussi, a célébrée en beaucoup d'endroits. De fait, dans le Phédon, distinguant le rôle de la dialectique de celui de l'art de la dispute, Socrate dit qu'il faut toujours poser une hypothèse, puis cela fait conduire sa recherche jusqu'à ce que l'on remonte, à partir de plusieurs hypothèses successives, à quelque chose de suffisant. Il veut dire par là l'inconditionné lui-même. Donc là, on a une espèce de suture entre la méthode des hypothèses du Phédon et la remontée dialectique dans la République. Et qu'après avoir posé à titre d'hypothèse ce sur quoi porte la discussion, il faut encore diviser cette hypothèse selon l'opposition de contrariété, en disant, comme invite à le faire Parménide, que la chose en question ou bien existe, ou bien n'existe pas. Puis, ayant assumé qu'elle existe, il faut chercher, petit a, ce qui en résulte pour elle-même, petit b, ce qui n'en résulte pas, petit c, ce qui à la fois en résulte et n'en résulte pas. En effet, pour chaque chose, il y a des propriétés qui lui sont complètement étrangères, des propriétés qui lui appartiennent nécessairement et des propriétés qui, pour ainsi dire, peuvent lui appartenir ou ne pas lui appartenir. Pour elle-même, par rapport... Ensuite, il faut quadrupler chacun des trois. Il faut en effet, à supposer que la chose existe, examiner, petit 1, ce qui en résulte pour elle-même par rapport à elle-même, et pour elle par rapport aux autres. Ce qui en résulte pour les autres, les unes par rapport aux autres, et ce qui en résulte pour les autres par rapport à la chose. De nouveau, il faut examiner ce qui n'en résulte pas pour elle par rapport à elle-même, et par rapport aux autres. Ce qui n'en résulte pas pour les autres par rapport à elle-même, et par rapport à la chose. En troisième lieu, il faut examiner ce qui à la fois en résulte et n'en résulte pas pour la chose par rapport à elle-même, et par rapport aux autres, et ce qui à la fois en résulte et n'en résulte pas pour les autres par rapport les unes aux autres et par rapport à la chose. Ainsi, faut-il conduire cette recherche selon 12 modes, et il faut en examiner tout autant dans la supposition que la chose n'existe pas. Par conséquent, à partir d'une seule hypothèse,
en naissent d'abord 2. Ensuite, pour chacune de ces 2 hypothèses en apparaissent 3. Puis pour chacune des 3, 4 autres. Si bien que pour chacune des 2 hypothèses, on parvient en tout à 12 supplémentaires, dont on ne peut même pas dire le nombre exact. C'est donc par ces hypothèses qu'il faut cheminer selon les nombres que l'on vient de dire, diade, triade, tétrade, dodécade, jusqu'à ce que l'on remonte à l'inconditionné lui-même, qui est antérieur à toute division. Donc on a là une arborescence dialectique à partir d'une hypothèse fondamentale. On pourrait dire qu'il s'agit finalement d'une méthode d'organisation des idées qui propose une vision panoptique de toutes les thèses possibles. Or, Proclus ne présente pas cela simplement comme une méthode d'organisation des idées. Cette méthode a pour lui une fonction démonstrative. Alors, démonstrative sur 2 plans. Alors, implicitement dans son discours, on voit que cette méthode vise implicitement à fonder l'hypothèse par l'examen de ses conséquences et des conséquences de l'hypothèse contraire, en montrant que ces conséquences étant impossibles, l'hypothèse n'est pas possible. Ça, c'est implicite dans son discours. Ce sur quoi il insiste essentiellement, c'est que la méthode permet de mettre à jour la nature propre de la chose et de quoi elle est cause, et pour elle-même, et pour les autres. Donc, en gros, la méthode parménidienne permet de mettre en évidence la causalité du sujet dont il est question. Et cette méthode ne se réduit pas à une pure combinatoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part de liberté de la part de celui qui l'amène. Vous l'avez dans le texte 27. Donc j'ai fait des coupes. Tantôt, il faudra commencer à partir des affirmations, tantôt à partir des négations, comme le fait aussi Parménide. Il faudra commencer tantôt à partir des conséquences relativement à lui, tantôt à partir des conséquences relativement à l'autre ou aux autres. Simplement, on commencera partout à partir du plus connu, et au moyen de celui-ci, on organisera ce qui suit, en suivant les divisions exposées des modes. Enfin, on peut passer à la lecture de ce qu'on appelle traditionnellement la deuxième partie, donc l'entretien entre Parménide et Aristote. Et là, on se trouve confronté, évidemment, à un problème. C'est-à-dire que la méthode décrite par Parménide, telle que l'a comprise Proclus, repose sur 24 modes. Or, pour Proclus, dans la deuxième partie du Parménide, il n'y a que 9 hypothèses. Enfin, il y a 9 hypothèses. Donc, on passe de 24 à 9, ou on passe de 2 à 9. En tout cas, les 2 méthodes apparemment ne coïncident pas. Et Proclus va essayer de justifier ce décalage par rapport à la méthode de Parménide. C'est ce que vous avez dans le texte Or 29. Or, le déroulement des hypothèses ne suit pas complètement les modes prévus par la méthode, mais en laisse tomber certains et en modifie d'autres. Et pourtant, si Platon avait introduit la discussion sur l'inquiet pour servir d'exemple, comment ne serait-il pas ridicule qu'il ne suive pas sa méthode et ne traite pas son exemple selon les susdites règles de sa méthode? Comment pourrait-on enfin l'appeler exemple s'il ne suit pas intégralement l'ordre des règles de la méthode? Eh bien, que Platon ne suive pas complètement sa méthode en progressant dans ce qui est appelé des hypothèses, mais qu'il fasse ici des omissions, là des additions et ailleurs des changements, c'est ce que nous apprendrons en cheminant à travers les hypothèses. Alors pourquoi passe-t-on de 2 hypothèses, s'il en est, s'il n'en est pas, à 9 c'est nécessaire pour Proclus si on veut que la deuxième partie du dialogue porte bien sur des réalités. En effet, si on restait à 2 hypothèses, on arriverait simplement à des contradictions. On attribuerait des prédicats contraires à une même réalité et du coup l'hypothèse serait invalidée. Or, Proclus veut montrer que la deuxième partie porte sur la réalité. Et pour lui, nécessairement, si l'un est une hypothèse vraie.
Donc les conséquences déduites de cette hypothèse doivent être possibles. Donc on ne peut pas tenir à la fois si l'un est... Alors l'un n'est pas totalité, puis l'un est totalité. Donc il va falloir nécessairement couper l'hypothèse si l'un est en plusieurs hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a un a priori herméneutique, c'est l'un existe, si l'un est, c'est l'hypothèse vraie, et ça reflue sur la manière dont il va lire le dialogue. Alors pour respecter cet impératif de l'existence de l'un, il va multiplier les hypothèses en faisant varier le sens des termes. C'est-à-dire qu'il va sortir simplement d'une approche logique pour passer à une approche sémantique. Alors c'est ce que vous avez dans le texte 33. Je dis que le nombre des hypothèses se trouve produit en liaison avec les termes à partir desquels l'hypothèse est constituée. Alors, dans la formation de l'hypothèse, il y a trois termes au sens large, l'un, le non-être, la négation, et les autres. Et ce que fait Proclus, c'est qu'il prend en compte les significations multiples de chacun de ces termes par un habile jeu de combinatoire et va multiplier par là le nombre des hypothèses. C'est ainsi que l'un se dit en trois sens, l'un en tant que supérieur à l'être, l'un en tant que coordonné à l'être, et l'un en tant qu'inférieur à l'être. Le non-être, lui, se dit en deux sens, le non-être en tant que n'étant absolument pas, et le non-être en tant qu'étant dans un certain sens, mais n'étant pas dans un autre sens. Donc les trois sens de l'un vont faire l'objet chacun d'une hypothèse. Donc ça va être les trois premières hypothèses de la deuxième partie. Les hypothèses 4 et 5 reposeront sur la variation du sens des autres. Et les hypothèses négatives, donc les hypothèses 6 à 9, elles vont reposer sur les deux sens du non-être. Alors, très rapidement, comment cela structure la lecture de la deuxième partie? Proclus nous dit, dans la deuxième partie, l'hypothèse affirmative, si l'un est, repose sur l'identité de l'antécédent. Mais on peut regarder l'un qui est posé dans cet antécédent sous plusieurs points de vue. Le conséquent, lui, varie. Et il varie tant dans ce qui est prédiqué de l'un ou nié de l'un, et il varie dans la forme. Donc la forme peut être affirmative, négative, ou affirmative et négative. Si l'antécédent est identique et si les conséquents varient, les propositions hypothétiques varient elles aussi. Alors cette variation, elle est ce qui va structurer la deuxième partie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Proclus finalement redéfinit la notion d'hypothèse. Pour lui, l'hypothèse, ce n'est plus seulement s'il en est, que s'ensuit-il, c'est s'il en est, plus ce qui présente la même qualité dans le conséquent. Donc soit affirmation, soit négation, soit affirmation et négation. Alors, chaque hypothèse se caractérise par l'unité de forme des conséquents. Alors, c'est l'objet du texte 1052, 11, 23, qui est le texte 38.
Il faut seulement préciser, avant d'entrer dans le discours, ce qu'appellent hypothèses ceux qui se sont préoccupés de faire correspondre les démonstrations à certaines réalités. Ils ne considèrent pas la méthode d'une manière absolue, car selon cette méthode, il existe seulement deux hypothèses, dont l'une pose que le sujet existe, l'autre qu'il n'existe pas. Mais ils dénomment hypothèses ceux qui, assumant une partie de la méthode, en tirent les conclusions semblables, ou toutes affirmatives, ou toutes négatives, ou les deux à la fois. Cela ne fait aucune différence pour eux si nous tirons ces conclusions par rapport au sujet lui-même ou par rapport à quelque chose d'autre, à condition que la qualité des conclusions demeure la même. Et de cette manière, ils distinguent certaines hypothèses à propos de l'un, certaines autres à propos des autres que l'un. Mais dans chaque cas pris absolument, les antécédents étant identiques, si les conséquents diffèrent par la qualité, voilà ce qu'ils appellent hypothèse. Donc, à partir de la position de l'un qui est, donc l'un par méridien, selon qu'on le pense en tant qu'un, en tant qu'être, ou en tant qu'un et en tant qu'être, on arrive à un ensemble de conclusions qui porteront sur l'un transcendant, c'est l'objet de la première hypothèse, sur l'un qui est, c'est l'objet des classes divines, c'est l'objet de la deuxième hypothèse qui décrit les degrés des classes divines. Sur l'âme, c'est l'objet de la troisième hypothèse qui fait intervenir le changement par l'oscillation de l'affirmation à la négation. Et les quatrième et cinquième hypothèses tireront les conséquences pour les autres choses. Les hypothèses 6 à 9, elles, conduisent à des impossibilités. Et ça, c'est une des grandes différences de la lecture de Damascius, dont a parlé M. Hoffman la semaine précédente, je pense. Alors, 2 points pour terminer, pour abandonner les considérations logiques un peu austères. D'une part, je voudrais évoquer comment on bascule du concept au symbole dans la deuxième hypothèse. Donc, comment finalement il y a une sorte de théologisation du discours. Et on terminera sur le dernier lemme. Donc la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse affirmative, devrait être purement dialectique et scientifique. Pourtant, Proclus l'a décrit ainsi, alors c'est le texte 41. L'enseignement procédera par symbole, par indice et par énigme, convenant aux doctrines les plus mystiques, et non par un raisonnement simplement logique et qui traite la question dans des joutes verbales vides. Et on a donc une relecture symbolique de l'exercice dialectique du Parménide. C'est-à-dire que l'usage platonicien des qualités niées ou affirmées dans la première hypothèse ou dans la deuxième, chez Platon, renvoyait manifestement à des catégories du monde sensible. La lecture proclienne est différente. La qualité, elle est transformée en signe ou en symbole qui renvoie à une réalité théologique. Donc on peut se demander là, qu'est-ce qui reste finalement du concept ou qu'est-ce qui reste de la dialectique? Il y a une sorte de coup de force herméneutique qui transforme les attributs niés en faisant des signes, des synthémata du divin. C'est l'objet du texte 42. Seul entre tous ceux que nous connaissons, notre maître a fait cœur avec Platon dans la connaissance des ordres divins. Il a vu que tout ce qui est affirmé de façon ordonnée dans la deuxième hypothèse est nié de l'un, comme on l'a souvent répété. Chacune des qualités affirmées est là-bas symbole d'un ordre divin particulier. Le multiple, le tout, la figure, le en lui-même et en un autre, et chacune des qualités suivantes. Elles ne se montrent en effet pas toutes également dans chaque ordre de l'être, mais la multiplicité se montre dans un ordre de l'être, une autre propriété des choses divines se montre dans un autre ordre. Alors il s'agit pour Proclus, et l'expression est de lui, de non philosophique, dionomaton philosophone. On peut alors se demander si le discours platonicien ne devient pas uniquement symbolique. Alors, on peut se demander si Proclus n'impose pas finalement au texte de Platon une hiérarchie théologique qui lui préexisterait.
Et il trouverait finalement la vérité du texte dans les oracles, et il projetterait dans le texte finalement quelque chose qui lui est extérieur. Alors, qu'est-ce qui va légitimer son interprétation? Il va essayer de trouver dans chaque terme dialectique l'expression d'une caractéristique de la réalité théologique décrite. Alors, on peut voir ça à partir de l'exemple de la première monade intellective. Alors, j'ai reproduit à la fin le tableau proposé par Carlos Steele qui associe les attributs niés de l'ordre des dieux. Et il s'agit du passage sur le en lui-même en un autre. L'objet, c'est le texte 44. Il vaut mieux donc, en suivant notre maître, suivre une voie plus sage et plus sûre, et dire qu'ici il ne nie de l'un ce qui est affirmé de l'un, qui est dans la deuxième hypothèse, et qu'il le nie de la même manière que cela est affirmé là-bas. Et certes, il vaut mieux le voir dans le en un autre, la même chose que le philosophe a de toute évidence voulu rendre par cette expression. Il montre clairement par là qu'il y a un ordre des dieux. Il dit que cet ordre est en lui-même et en un autre, en tant qu'il opère une conversion vers lui-même, intellectivement, et qu'il demeure éternellement dans ce qui le cause lui-même monadiquement. Cet ordre est la monade des dieux intellectifs, qui demeure conformément à sa propre supériorité dans les dieux intelligibles qui sont avant elle, et qui manifeste la propriété intellective conformément à l'activité qui est en elle et qui la concerne. Le en un autre est donc tel qu'il demeure dans sa cause et qu'il est embrassé par sa cause propre. Donc les qualités en lui-même et en un autre, elles ne sont pas totalement arbitraires et sans rapport avec les dieux qu'elles sont censées nommer. Contrairement par exemple au discours mythique des Orphiques. Elles ne sont pas non plus les noms appropriés des dieux. Elles désignent une propriété essentielle de l'ordre divin auquel elles se rapportent. Alors il semble évident que Proclus connaît l'ordre divin qu'il doit identifier dans telle ou telle qualité et qu'il ne construit son interprétation qu'après coup. Donc là, à propos du en eux-mêmes en un autre, c'est le mouvement de conversion du père intellectif qui permet l'association de ces deux qualités. C'est ce qu'on voit dans le dernier texte, le texte 45. Le tout premier des pères intellectifs, donc, étant intelligible en tant qu'il est un tout, c'est établi dans les triades intelligibles des mondes qui lui sont supérieurs, sous l'action desquels il est empli des biens unifiés et cachés, et c'est pour cela qu'il est dit, et qu'il est réellement en un autre. Donc, Proclus insiste sur l'adéquation de la qualité à l'ordre divin qu'elle désigne. Il ne s'agit pas simplement d'un effet de langage, mais bien de la description d'une réalité. Peut-être le terme de théologie symbolique pourrait ne pas être inadéquat, dans la mesure où le signifiant dans le symbole n'est pas totalement arbitraire, même si la correspondance peut parfois paraître forcée. Alors je conclurai sur la présentation d'un lemme à propos de la première hypothèse, donc le dernier lemme, dont le texte n'existe qu'à travers la traduction latine de Guillaume de Moerbeke, que Carlos Steele s'est amusé par rétroversion à retranscrire en grec. Alors, donc la première hypothèse porte sur l'un transcendant. Donc, il n'y a qu'un seul principe dans cette hypothèse. Or, cette hypothèse se termine ainsi, c'est le texte 46, mais est-il possible qu'il en soit ainsi de l'un? Tout à fait impossible, à mon avis, du moins. Là, on pourrait se dire, Proclus se trouve face à une réelle difficulté. Il se trouve face à une réelle difficulté, d'autant plus que ce lemme appuie la lecture origénienne, donc un des comparses de Plotin, qui niait la transcendance radicale de l'un sur l'être, qui disait l'un et l'être, c'est la même chose.
Et donc le néoplatonisme est touché au cœur dans ce lemme. Comment concilier finalement cette affirmation que ce qui vient d'être dit n'est pas possible à propos de l'un et l'existence même de cet un. Alors, Plotin, à ma connaissance, fait silence sur ce lemme, il ne le cite jamais. Proclus, lui, va construire toute une démonstration. Alors, il va tout d'abord rappeler la lecture de ses prédécesseurs. Alors, une première lecture donc, va consister à dire ce lemme n'est pas la conclusion de la première hypothèse. C'est le début de la deuxième hypothèse. Alors, ce lemme serait simplement le constat que l'âme est incapable de connaître l'un purement transcendant. Alors là, on aurait peut-être une lecture d'origine porphyrienne qui soulignerait la finitude de l'âme, son incapacité à atteindre cet un radicalement transcendant. Donc, un redécoupage des hypothèses. Deuxième lecture possible, alors qu'on attribue généralement à Jean Blick. Cette lecture consiste à dire, en fait, cette affirmation est un résumé. Est-il possible qu'il en soit ainsi de l'un ? Le « il en soit », donc ces choses en soient ainsi de l'un, ces choses, on va le comprendre comme ces prédicats. Est-il possible que ces prédicats soient de l'un ? Non, ce n'est pas possible. Donc là, on transforme un tout petit peu le texte. Il s'agit de dire que Platon résume finalement toutes les négations précédentes dans cette affirmation. Troisième lecture possible, c'est la lecture de Syrianus. Il s'agit de voir là une négation de la négation. La négation, Syrianus le montre, s'applique à deux choses. Elle peut s'appliquer au sensible, auquel cas elle est privation. Elle s'applique à l'intelligible et alors elle suppose une forme de participation. Quand on nie quelque chose de l'un, l'un ne participe de rien et l'un n'est privé de rien. Donc nécessairement la négation elle-même va être inadéquate pour parler de l'un. Et ce que fait Syrianus, c'est de dire finalement ce passage-là ne fait que dire qu'on ne peut pas nier les choses de l'un comme on ne pouvait pas affirmer quelque chose de l'un. Donc on est dans une forme de radicalisation de la théologie négative. Alors c'est le texte 49. C'est pourquoi les négations de l'un ne portent pas sur l'un. En effet, absolument rien ne convient à celui-ci, ni comme forme, ni comme privation. Mais de même que nous disons que ce nom, c'est-à-dire l'un, est propre à la conception que nous avons de lui, et non à l'un lui-même, de même nous disons vraiment que la négation porte sur la conception que nous avons de lui, mais qu'aucune des conclusions négatives formulées ne porte sur cet un. En effet, il est transcendant à toute opposition et toute négation en raison de sa simplicité. C'est donc à juste titre qu'à la fin, il a ajouté que ces négations ne portaient pas sur l'un. En effet, être à propos de l'un et porter sur l'un sont deux choses différentes. Le discours qui porte sur l'un, en effet, n'est pas possible, car il est indéfini. Mais celui qui est à propos de l'un, l'est, pour nous, qui disons celui-là même, qui est indicible. C'est pourquoi les négations formulées ne portent pas sur l'un, mais sont à propos de l'un. Elles ne sont donc en rien identiques ni à ces négations qui sont négations des intelligibles, ni à celles qui sont négations des sensibles. Donc la dernière question de Parménide porte sur la possibilité de ce qui a été dit kirka unum, et Syrianus le distingue du discours des uno. Parler kirka unum, c'est faire de l'un le sujet réel de la proposition négative que l'on formule. Or, ce nom un n'est lui-même qu'une convention plus ou moins adéquate.
le premier échappant au principe même qui rend l'usage du langage possible, à savoir la définition. Alors, ce que ferait ce dernier lemme là, de la première hypothèse, c'est que ça protégerait la transcendance radicale du principe en posant qu'il est de toute manière incommensurable à n'importe quel type de discours qui s'imaginerait porter sur lui. Et Proclus part de cet acquis et va rajouter 3 éléments. Il va dire effectivement, l'un va être au-delà de la vérité, donc on ne peut rien dire sur lui, puisqu'il est la condition de la vérité. Alors c'est ce que vous avez dans le texte 50. Il faut qu'un nom soit sujet pour les négations. Donc les négations ne sont pas à proprement parler à propos de l'un, mais elles le sont cependant davantage que les affirmations. Ces négations sont cependant inférieures à l'un au regard de la simplicité. En effet, toute vérité est en lui, mais lui-même est meilleur que toute vérité. Comment serait-il donc possible que quelque chose soit vrai en ce qui le concerne? Il a donc à juste titre, en dernier lieu, enlevé les négations de l'un, disant qu'il est impossible que celle-ci porte sur l'un, qui est indicible et inconnaissable. Alors cet un est au-delà de la vérité, il est au-delà de la puissance aussi. Donc il y a une originalité de la lecture proclienne, c'est qu'il va ici se distinguer de ce que Plotin dit du principe, le principe est puissance de tout, et là Proclus va dire l'un est au-delà de la puissance. Attribuer une puissance au principe, même si elle est productrice, c'est déjà entacher son irréductible transcendance, et c'est dédoubler le principe. Alors, cet au-delà de la puissance, Proclus le résume ainsi, le fait que cela ne soit pas possible à propos de l'un, c'est le fait que lui-même n'a pas la puissance génératrice de tout, puissance que nous avons dit être négation. Donc l'un est au-delà de la puissance, c'est ce qui serait affirmé Platon dit cela n'est pas possible à propos de l'un. Et là, Proclus va en tirer une conclusion. Cette conclusion, c'est le terme nécessaire de tout discours, c'est-à-dire il ne reste plus finalement qu'à se taire, il n'y a plus rien de dissible ou de formulable à propos de l'un, et le discours de la première hypothèse doit finir sur le silence de celui qui essaye de penser. Et je terminerai donc sur le beau texte 54, qui dit ceci. S'étant ainsi élevée et faite là-bas intellect, arrimée à l'un qui est, elle s'ajoute et s'unit à l'un lui-même, non en bavardant et en demandant ce qu'il n'est pas ou ce qu'il est, mais en s'enfermant totalement, en restreignant toute opération, satisfaite par l'union seule. C'est pourquoi Parménide, imitant aussi cela, à la fin, a retiré les négations et tout discours, voulant que le discours à propos de l'un se conclue par l'indicible. Il faut en effet que la fin du cheminement vers lui soit un havre, que la fin de l'élévation soit une demeure, que la fin des discours soit ce qui est indicible, que la fin de toute connaissance soit l'union. C'est pour tout cela, me semble-t-il, qu'en dernier lieu, il a supprimé aussi les négations de l'un. En effet, cette méthode dialectique, dans son intégralité qui marche par négation, nous conduirait à ce qui est comme le vestibule de l'un, en retranchant toutes les réalités inférieures et en délivrant des entraves à cette pensée par cette suppression, s'il est possible de le dire. Après cette circulation à travers toutes ces négations, il faut aussi mettre de côté cette méthode, parce qu'elle est trop bavarde et qu'elle implique le concept des réalités niées avec qui l'un ne peut pas voisiner. Et donc, comme toujours, il faut terminer par le silence. Je vous remercie. Désolé pour le côté un peu rapide. Oui. Donc merci beaucoup pour cette communication qui était très dense. J'espère que tout le monde a réussi à suivre parce qu'il faut vraiment une somme de connaissances de l'histoire de la philosophie pour suivre. Mais c'est vraiment parfait.
En ce qui concerne l'interprétation du Parménide par Proclus, on a vraiment l'essentiel. Je veux dire, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc il y a des questions. On ne peut être que silencieux. Pardon? C'est déjà produit. Et contempler. Contempler. Mais oui, mais on est dialectique. Voilà. J'en aurais une justement dans le dernier texte que je ne connaissais pas. Comment interpréter justement la fin du texte, qui est d'ailleurs aussi la fin de la première phrase, je crois, que la fin de toute connaissance soit l'union. On croirait lire du Plotin là. Oui. Et il le dit à la fin de la première phrase aussi, et en restreignant toute opération satisfaite par l'union seule. C'est la troisième ligne. Est-ce que cela veut dire que, en fait, est-ce qu'on est dans une mystique? Oui. Oui, oui. Une mystique de l'union, déjà chez Proclus? Alors, par l'entremise de l'un en nous, on retrouve cette remontée-là. Mais ça va passer par l'abandon de la dialectique. Oui, mais est-ce qu'on va justement jusqu'à une possible union en ayant fait tout ce parcours? Oui, oui. Enfin, il me semble. En tout cas, dans toute la... Je suis étonné de ce texte de Proclus parce que je ne savais pas que... Je croyais que il était impossible d'approcher l'un, si ce n'est par la théurgie éventuellement, tout au moins pour les autres dieux. Mais... En tout cas, c'est ce qu'il dit à ce moment. On prend position et en même temps, il y a le vocabulaire des oracles avec le havre, etc., qui permet ce point d'ancrage-là. Est-ce que c'est un apâche ou est-ce qu'il le dit dans d'autres textes Je n'en vois pas d'autres, mais peut-être. C'est une Gnosis. Ah, c'est que du latin. Ah, c'est la oui. Alors, le passage, c'est... 530. Oui, c'est l'union. Oui, c'est l'union. Ah oui, mais j'ai pas travaillé avec ce texte. 520, 37, 521. Alors le texte commence comment? C'est un level effet intellect. Je retrouve pas le passage. Et si vous voulez, Oui, il faudrait vous faire une hypothèse, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas en cherchant votre passage. Oui, je pense que c'est quand même très différent de Plotin. Parce que chez Plotin, on n'a pas d'intermédiaire. L'âme s'unit à l'intellect dans un parcours philosophique, et l'intellect va fusionner avec l'âme. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est tout simplement parce que l'âme a toujours une partie d'elle-même dans l'intellect. Pour Proclus, c'est très différent. C'est-à-dire qu'à partir de Chamblic, l'âme est complètement séparée
Et Pure montée. pour ça- remonter, il faut utiliser les sacrements de la théologie. Donc Et ça, donc, ça rend compliqué. ça rend très compliqué. Déjà, l'union chez Plotin est rare. Plotin parle de 4 expériences Oui, d'union, Porphyre une seule. Donc là, l'union est telle que vous expliquez effectivement la différence ou la séparation de l'âme par rapport à l'intellect. L'union apparaît plus difficile encore. Oui. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale dans l'histoire de l'Union. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ce degré supplémentaire? Pardon? Je trouve. On va dire que le texte en question a une vertu théologique. Voilà. On ne voit pas ça Le non le plus. parmenides, Alors c'est vrai que les notions d'arbre et de demeure sont des notions importantes. Les oracles, c'est les oracles. Ouais, oui, qu'il faudrait. Oui. Ouais. Plutôt abri qu'union. Vous voyez, c'est Oui, cette non, mais idée c'est- d'abri qui oui, est forte oui. ici. Enfin, les installations soit une demeure, d'accord. Vous avez trouvé? Non. J'ai travaillé avec Je ne viens pas parler à votre place. Il faut Oui, non, mais D'autres questions? Oui. Dans le texte 23, il relie la dialectique du parmenide à la dialectique ascendante du présent, qui remonte d'hypothèse en un hypothéton, oui. un inconditionné. Donc est-ce le propre de son interprétation de faire de l'un cet inconditionné par la suite, ou parce que beaucoup d'interprètes voient une différence entre la dialectique du Phédon qui remonte à l'hypothéton, et la dialectique du parménide dans la combinatoire ou l'architectonique que vous avez expliqué. Oui, c'est son hypothèse. Il pose l'hypothèse, enfin, ou il pose plutôt l'identité de la chose, mais quand il s'agit de démontrer dans le détail comment ça fonctionne, ça ne marche plus. Donc il le pose au début de son texte, il dit ça fonctionne comme ça, c'est la même chose, mais une fois qu'il a exposé, on ne sait pas comment ça s'est construit. Il y a exactement la même chose lorsqu'il dit que la méthode parménidienne fédère les 4 vertus de la dialectique, définition, analyse, etc. Il pose la thèse, il dit c'est la même chose, mais en même temps, on n'a jamais le détail de l'explication. Apparemment, c'est bon. Bon. Alors, l'éloge, vous avez très bien noué, je pense que c'est très important, c'est une éclaircie pour la compréhension de la théologie platonicienne, vous avez très bien noué la théologie platonicienne et le commentaire au Parménide. Bon. Et ça me semble, ça renforce effectivement la dimension scientifique de la théologie platonicienne de Proclus, que d'articuler comme vous le faites avec le commentaire Parménide. Et la remarque pose sur ce passage, cet alinéa où vous avez parlé de radicalisation de la théologie négative. Et moi, je me permettrais peut-être une approche un peu différente, en disant qu'à partir du moment où la négation porte non pas sur l'un, mais porte sur la conception que nous avons de lui,
Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas radicalisation, mais qu'au contraire, est préservée la dimension profondément positive du point de vue métaphysique de l'un. Positive parce que l'un fait tenir l'ensemble du cosmos. Et donc la négativité, elle est seulement coadnos, elle n'est pas percée. Cela pour faire barrage aux interprétations effectivement bien plus tardives, aux captures, aux stratégies d'interprétation que Schelling ou que l'idéalisme allemand fera de Plotin ou pourront faire aussi de Proclus dans un esprit d'Abgrund. Il me semble que l'un est tout à fait étranger à cette idée d'abîme ou d'Abgrund et qu'il n'y a donc pas radicalisation, mais au contraire, possibilité de penser l'un comme une positivité. Voilà. Oui. Voilà mon interprétation du fait que la négation ne porte que sur la conception que nous en avons et non pas sur le principe en tant que tel qui lui est purement positif. S'il n'était pas purement positif, on se demande pourquoi il y aurait de l'un dans le néoplatonisme. On se demande pourquoi il faudrait qu'il y ait un principe qui tienne l'ensemble du réel. Voilà. Oui, je souscris tout à fait à votre remarque. C'est vrai que j'ai tendance à insister voilà, sur le mécanisme de négation en tant que... Voilà. Enfin, une de mes hypothèses était que le néoplatonisme inventait la transcendance. Du coup... oui. Alors, là aussi, vous voyez, transcendance. Les traducteurs traduisent au moins 3 termes par transcendance ou par les paronymes. Exeremenon, hyperoké, et puis aussi ekbebekos, l'adverbe. Voilà. Et moi, j'ai transcendance. Alors, ce sont 3 termes qui signifient des choses un peu différentes, même sérieusement différentes, et qui signifient un rapport du principe au reste de la réalité. Je n'ai pas dit à la réalité, j'ai dit au reste de la réalité, un rapport qui est à chaque fois un peu distinct. Alors, on peut l'appeler transcendance, mais je pense qu'on manque quelque chose de ce que de cette différence entre l'un et l'être qu'il est facile ensuite, parce que transcendance on l'utilise ensuite pour là aussi pour le dieu des monothéismes, et pourtant ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Voilà. Oui. Donc sur ce terme de transcendance. Oui, j'entends. Le micro marche. D'accord. Non, mais je souscris tout à fait à la question que la négation porte sur la représentation que l'on a de la chose plus que sur la chose elle-même, mais il ne le dit qu'à la fin, en fait. Oui. C'est voilà, il sort l'artifice dans le dernier moment. Et effectivement, ça permet de maintenir une forme, comme vous le dites, de positivité là, du principe. Ça vient de la pauvreté du langage, qui n'est pas capable d'avoir les... Du langage métaphysique postérieur, certainement, oui. Par grec, qui est extrêmement riche, mais de différentes traductions, en particulier des différentes traductions latines qu'on a essayé de donner à ce vocabulaire. Oui, je pense qu'il y a un hiatus fort. Il me semblait que c'était Damasius qui insistait particulièrement sur l'insuffisance du langage. Et là, je vois que c'est déjà dans Proclus. Oui, c'est ouais. Plotin, oui. C'est déjà dans Plotin. Ah oui, ça c'est vraiment la rétonne. Oui, dans Plotin, c'est clair. Ah oui. Mais là, il ne va pas jusqu'à après distinguer l'un de l'ineffable par cette impossibilité à dire. C'est-à-dire que chez un Damasius, il va y avoir quelque chose d'en plus et que peut-être le Parménide ne dit pas, justement. Je ne sais pas ce qu'a dit M. Hoffman sur... Plus souvent moins, parce que ça lui permet finalement à Damasius
de mettre à l'écart cette question de la première hypothèse. Il y a un au-dessus de là, et ce qui lui permet de travailler à la frontière de la première et de la seconde hypothèse. Ah, d'accord. C'est comme ça que l'on comprend. Il est juste à la frontière. C'est ça ce qui fait la force de l'interprétation de l'un de Damascius. Hein, à la fois d'un côté. Moi, je pensais que Damascius disait que c'est l'un qui est ineffable. L'un qui est ineffable, ce n'est pas l'un tout d'avant le tout. Ah, d'accord. Et c'est un qui serait à la limite de la première et la deuxième hypothèse, c'est un tout d'avant le tout. Voilà. Mais l'un, celui dont Platon dit qu'il est impossible, Damascius ne dit pas qu'il est impossible, il dit qu'il est ineffable, et puis bon, on va le mettre encore plus haut, et on s'en occupe plus du tout, c'est-à-dire qu'il revient plus ensuite dans l'histoire. En revanche, cette différence énologique que Proclus essaye de construire ne cesse, à mon sens, d'aspirer sa lecture et de Platon et du cosmos. Et surtout, lui permet de fonder cette fameuse énadologie. Enfin, qui me semble impossible sans cette différence énologique. Parce qu'il n'y aurait pas de raison d'avoir une seconde hiérarchie qui double comme ça la hiérarchie ontologique. D'autres questions Moi, j'ai une question. De curiosité, on a un texte de Papius qui parle en particulier de Parménide et il appelle à la rescousse Pythagore et pythagorisme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue chez Papius? Alors à propos de voilà, le pythagorisme va donner un langage équivalent de ce qui est dit en termes théologiques dans le Parménide ou de ce qui est dit dans l'orphisme. C'est un mode de langage, mais l'un en tant que principe pythagoricien, non, c'est pas vraiment. Ou la question de l'un nombre, par exemple, est totalement évacuée par Proclus. Ici. Mais on l'aura peut-être plus chez les médioplatoniciens, chez Théon de Smyrne, etc., où il va y avoir une collusion entre les deux. Tandis que les références au pythagorisme à la fin là, de la première hypothèse, elles sont très très rares. En fait. Donc il n'y a rien non plus par rapport à Aristote, parce que précisément également l'un est étudié de ce point de vue-là chez lui. Alors, avant le passage qu'on a lu, il parle d'Aristote justement en disant que voilà ce qui se passe quand on se passe de l'un. On rate des choses, on fait du Aristote. pour le dire de manière un peu brutale. Quand on ne fait pas l'hypothèse de l'un, voilà ce qui arrive, on arrive à tel type de pensée, et c'est une pensée incomplète. Et c'est juste un peu avant dans la fin de l'hypothèse. Donc ça lui sert pour critiquer Aristote. Oui. Parce que parfois il reprend en fait oui. un langage aristotélicien, y compris. Mais c'est toujours pareil, il intègre ce qu'il critique. Aristote n'est qu'un moment qui doit être. Enfin, là, je parle en hegelien. Aristote n'est que. Décrit un état incomplet de la réalité, mais ça correspond à une réalité, mais ça reste incomplet. Donc il y a bien. Aristote ne s'oppose pas fondamentalement à Platon, il y a sans doute une harmonie ou des points, mais il est imparfait par rapport à Platon. Parce que justement, il n'y a pas l'hypothèse de l'un. Oui, pardon. Pour Pythagore, vous avez quand même le texte numéro 2, où il y a les quatre, les quatre lectures. Les quatre lectures. Donc la quatrième, c'est la théologie scientifique de la seconde partie du Parménide. La troisième, c'est les oracles chaldéiques. La deuxième, c'est quand même Pythagore. Hein. Je veux dire, c'est la deuxième mode d'exposition qui se sert des images, c'est celui de Pythagore, puisque la découverte des sciences mathématiques avait été faite par les pythagoriciens, etc., etc.
Et ça se termine, c'est pourquoi ils, au pluriel, c'est-à-dire les pythagoriciens, ont consacré aux dieux les nombres et les figures géométriques, comme le disent ceux qui se sont appliqués à écrire leur histoire. Donc c'est intéressant parce que ça signifie qu'ils se fondent sur les textes pseudo-pythagoriciens et pas... Mais ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, dans le commentaire du Parménide, on a assez peu de Assez choses peu. là-dessus. Mais on retrouve ça aussi dans le commentaire sur la République. Et le premier, c'est les orphiques. Donc il y a 4 façons de lire la deuxième partie du Parménide, c'est-à-dire la théologie scientifique qu'on met en rapport avec les oracles chaldéiques, les orphiques et Pythagore. Mais c'est un pythagorisme qui ne porte pas sur les mathématiques en tant que telles, mais sur l'interprétation symbolique des mathématiques. D'autres questions? Bien, merci de votre attention. Merci aux conférenciers. Merci. Voilà, donc nous prenons quelques semaines de vacances bien méritées.